Jean-Éric Rakoutoarsou a été élu ce matin président de la Haute Cour constitutionnelle par les 9 membres de cette institution. Et c'est la première fois que la HCC est présidée par un non-magistrat. De nouvelles exportations illicites de bois de rose sont en train de se faire dans le district de Mananar. Si aucune n'est prise, 500 rondins de bois précieux seront embarqués cette nuit vers une destination inconnue. Des peshmerga combattants kurdes irakiens sont arrivés en Turquie dans la nuit d'hier à aujourd'hui pour rejoindre la ville syrienne de Kobané et venir en aide à leurs frères d'armes qui résistent aux assauts de l'État islamique depuis le 16 septembre. Du grand spectacle arrive sur Canal+. La voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Jean-Éric Rakoutoarsou a été élu ce matin président de la HCC ou Haute Cour constitutionnelle par les 9 membres de cette institution. Et c'est la première fois que la HCC est présidée par un non-magistrat. Jean-Éric Rakoutoarsou est enseignant-chercheur à l'université d'Antananarive, spécialiste en droit constitutionnel, membre de l'AKMF CNOE ou Observatoire national pour l'observation des élections, consultant au sein du GICEM ou Groupe international de contact pour Madagascar, ainsi que de l'OIF ou l'Organisation internationale de la francophonie. Il a été aussi nommé membre de la HCC sur le quota du président de la République. Selon les sources, l'amélioration du règlement intérieur de la HCC, qui n'a pas changé depuis 1991, sera sa priorité. Des rumeurs courent actuellement que la formation politique VPM Malagasy Miaramieng proposera un nom pour remplacer l'ancien ministre de l'Énergie, Richard Fiéné, secrétaire général du parti. Des membres du bureau politique démentent formellement les assertions. Le Malagasy Miaramieng ne proposera aucun nom. Il attend que le gouvernement prouve que l'ancien ministre a failli dans sa mission. En tout cas, le délestage continue de semer le trouble dans le quotidien de la population malgache. Marc Ravalomanana bénéficiera-t-il d'une amnistie, c'est-à-dire l'oubli officiel d'une ou plusieurs infractions et annulant leurs conséquences pénales selon sa définition? Et sa mouvance se déclare plus que déçue par le traitement infligé par le pouvoir à l'ancien président de la République. Selon les déclarations sous couvert de l'anonymat, les députés pro-Ravalomanana se seraient opposés à la motion de censure en contrepartie d'une amnistie en faveur de l'ex-chef de l'État, Ejniji Narabari. Les 21 députés de la mouvance Ravalomanana se sont opposés à la motion de censure. Leurs noms et signatures figurent dans la liste des 110 parlementaires qui ne veulent pas sanctionner le gouvernement, mais le maintenir en place. Selon les indiscrétions, le parti HVM et le parti Team est assimilé, se seraient accordés pour une mesure d'amnistie ou de grâce au bénéfice de Marc Ravalomanana en contrepartie de leur soutien au gouvernement menacé d'une motion de censure. Des parlementaires du pro-Ravalomanana révèle que l'évolution de la situation ne va pas dans le sens des accords.
Par ailleurs, la grogne monte au sein de l'AV7 ou Association des victimes du 7 février 2009. Les membres s'insurgent contre de telles intentions selon leur leader. Par ailleurs, ils exigent la reprise du paiement des indemnités et dédommagements dont ils ont toujours joui sus le régime transitoire. Des accords secrets entre le pouvoir et les pro-Ravalomanana révèlent de plus en plus de la plus grande éventualité sur cette affaire de motion de censure. D'aucuns estiment que la nouvelle année pourrait être la meilleure opportunité pour l'annonce d'une grâce présidentielle en faveur de Marc Ravalomanana. Des tonnes de stock de bois de rose de 100 mètres carrés et d'une hauteur de 2 mètres à Founsmar, district de Mananar, sont en cours d'exportation illicite à l'heure actuelle. L'instabilité du gouvernement explique pourquoi le problème du bois de rose n'est pas jusqu'ici résolu, explique le directeur du contrôle forestier du ministère des Eaux et des Forêts. Il a également affirmé qu'aucune nouvelle autorisation de coupe et d'exportation n'a été jusqu'ici délivrée. Michel Arnardson. De nouvelles exportations illicites de bois de rose sont en train de se faire dans le district de Mananar. Si aucune n'est prise, 500 rondins de bois précieux seront embarqués cette nuit vers une destination inconnue. L'exportation illicite de bois de rose continue à Madagascar. Récemment, de nouvelles coupes ont été dénoncées dans la région Soualal. Des rumeurs courent que des autorisations spéciales ont été délivrées par le ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts. Des rumeurs démenties par le directeur du contrôle forestier, Andjiaman Nadavson. Le trafic de bois de rose semble désormais hors de contrôle. De plus, il n'y a plus aucun suivi quant au stock saisi à l'étranger ou à Madagascar. L'inventaire physique préconisé n'a pas toujours commencé, si cela devait avoir commencé le mois de juillet dernier en vue du lancement d'un appel d'offres en février 2015, comme prévu. D'après les dernières statistiques du ministère de l'Environnement, 34 conteneurs de bois de rose ont été saisis au Kenya, 6 conteneurs à l'île Maurice, 90 tonnes au Mozambique, 3000 tonnes au Singapour, 28 conteneurs au Sri Lanka, 110 tonnes au Zanzibar et 20 000 rondins à Madagascar. Aucune stratégie efficace ne peut être mise en œuvre à cause de l'instabilité du gouvernement actuel, affirme le directeur du contrôle forestier, Andjiaman Nadavson. Qu'est-ce qui explique le retour de l'exploitation illicite ? Malgré les $600 000 octroyés par la Banque mondiale le mois de juin dernier, aucune évolution n'a été perceptible. Pour renforcer le contrôle des forêts, 140 agents forestiers seront recrutés avant la fin de l'année, dont 20 ingénieurs des eaux et des forêts et 120 adjoints techniques. Le processus d'intégration de maîtres femmes dans la fonction publique fait l'objet de beaucoup de récriminations dans les rangs des enseignants payés par les parents d'élèves. Nombre des maîtres femmes, ces mal-aimés de l'éducation nationale, remplissent les critères mais n'en sont pas moins écartés de la liste des heureux élus. Et vice-versa, par ailleurs, de nombreux cas sont entachés par des suspicions de fraude, de favoritisme ou encore de corruption. Lily Rabiat. Les maîtres femmes, ces mal-aimés de l'éducation nationale, dénoncent de fortes suspicions de corruption dans le processus d'intégration de beaucoup de leurs homologues dans la fonction publique. Certains admis ne remplissent pas les critères préétablis par le ministère de l'Éducation nationale. Certains sont exclus des listes alors qu'ils peuvent se prévaloir de remplir les conditions exigées, avoir moins de 45 ans, avoir été payés par une association de parents d'élèves pendant 5 années, révolus et bénéficiaires de subventions publiques. Les responsables concèdent qu'ils ont reçu de nombreuses plaintes. Pour le moment, ils sont encore au stade de collecte et ce, jusque dans les provinces. L'éloignement pourrait avoir favorisé l'effet de corruption dans cette affaire de recrutement. L'association ANEFA déclare suivre de très près l'évolution de la situation pour faire respecter au profit de maîtres femmes le principe de l'équité et de l'égalité de traitement. Rien n'est encore totalement clair dans l'affaire du recrutement. Pour l'instant, les fraudes dans l'établissement des listes relèvent de la plus forte éventualité. Elles portent surtout sur l'âge ou le nombre d'années de service. Par ailleurs, la répartition des postes au niveau des circonscriptions scolaires ou des directions régionales n'obéissent pas aux règles de la transparence.
Et puis l'alternance du froid le matin et de la grande chaleur le midi se poursuivra jusqu'à samedi. Enfants et personnes vulnérables seront particulièrement exposés à la grippe. L'hiver semble faire son retour. Le changement climatique sort les vêtements chauds des armoires. Reportage. Généralement, la saison froide se termine vers la fin du mois d'août. Il semble que ces 3 derniers jours aient l'effet retour. En ce moment, la température descend jusqu'à 10 degrés Celsius le matin, contre 16 degrés Celsius vers midi. Selon la météo, le temps reviendra à la normale dans 3 jours. D'après les explications, un anticyclone s'est formé dans le sud de l'océan Indien, d'où le froid qui sévit dans différentes zones de l'île. Les changements de température produisent des effets sur la santé. Depuis lundi, le nombre des personnes grippées a fortement augmenté, d'après les statistiques du centre de santé. Les personnes vulnérables, enfants ou personnes âgées, sont les grandes victimes du brusque changement du temps. La consommation de fruits reste le meilleur moyen de prévenir les maladies, sans oublier de boire 1,5 litre d'eau par jour. La photographie prendra plus de place dans les activités de l'Alliance française d'Antananarive pour les mois de novembre et décembre prochains. L'AFT a organisé ce jour une exposition pour faire connaître les détails du programme. Les activités culturelles se focaliseront sur la photographie. À ceci s'ajoute le théâtre et le slam qui commence d'être connu et apprécié par les jeunes. Lycéens et universitaires sont les plus intéressés. Et d'après les statistiques, le nombre de fans de slam a augmenté de 20% depuis 2012. 2012, l'année où les slammeurs ont commencé à monter sur scène à l'Alliance française d'Antananarive. Les explications. L'Alliance française, comme vous le savez, en fait, c'est un acteur important dans le domaine de la promotion de la culture. Et donc, pour les mois de novembre et décembre, nous proposons plusieurs événements au public, notamment des expositions et des concerts. Pour le mois de novembre, nous aurons comme thème du mois de novembre la photographie, puisque nous accueillerons le Festival de la photo, le mois de la photo Sarno, avec 3 expositions à l'Alliance française à partir de lundi jusqu'au 15, notamment l'exposition On joue sur la Terre, Foulabetouak 2014 et une exposition en partenariat avec l'ANTA qui illustrera à travers des photos l'histoire de Madagascar. Et nous aurons un événement, le dernier rendez-vous du Café de l'Alliance, le samedi 8 novembre à partir de 18h30. Danser sur moi. C'est un concert en hommage à Claude Nougaro et donc qui sera animé par l'Alliance, le Jazz Club de l'Alliance française, l'AF Jazz. Le mois de décembre sera plutôt axé sur le thème des arts oratoires, car nous accueillerons en tant que partenaire de l'événement Slam National. Nous accueillerons en fait l'ouverture officielle du Slam National justement le 8 décembre. Et après ça, nous aurons l'événement autour du théâtre, le premier festival de théâtre qui s'intitulera Côte de théâtre, en partenariat avec le groupe Canti. Et nous proposons à l'Alliance française le samedi 13 décembre à partir de 14h30, 2 pièces théâtrales, Mariage forcé de Molière et Paroles brûlées. Et nous poursuivons avec les actualités internationales. Une semaine après le feu vert d'Ankara, les renforts tant attendus par les Kurdes de Kobané sont en chemin. Les premiers peshmerga combattants kurdes irakiens sont arrivés d'hier à aujourd'hui en Turquie pour rejoindre la ville syrienne kurde assiégée par les djihadistes de l'État islamique depuis le 16 septembre. France 24. C'est un concert de klaxons qui accompagne le convoi des peshmerga. Au passage de Cizre, en pleine région kurde de Turquie, on salue les libérateurs, les frères kurdes d'Irak qui vont prêter main forte à ceux qui souffrent depuis des semaines à Kobané. Ces hommes transportent des pièces d'artillerie, des armes lourdes. Ils sont attendus à Suruk, à la frontière avec la Syrie, où ils retrouveront un autre groupe de combattants kurdes arrivés en avion pendant la nuit. Au total, ils sont 150, des renforts attendus, réclamés même par les habitants de Kobané, assiégés par l'organisation de l'État islamique. Ankara refuse toujours d'intervenir, mais il y a une semaine, alors que le Parlement kurde d'Irak avait voté le déploiement de peshmerga en Syrie, la Turquie a finalement décidé de leur ouvrir ses routes. Parallèlement, d'après un responsable local turc, environ 150 combattants de l'ASL sont rentrés en Syrie depuis la Turquie pendant la nuit. Ankara soutient l'armée syrienne libre qui combat à la fois Bachar al-Assad et le groupe État islamique.
L'organisation syrienne des droits de l'homme confirme le passage des combattants de l'ASL mais indique qu'il ne serait que 50. Mais entre les deux contingents Peshmerga et celui de la résistance syrienne, les renforts au sol sont enfin en route pour Kobané. Les opérations de secours se poursuivent depuis hier dans une mine de charbon du sud de la Turquie pour récupérer 18 ouvriers prisonniers d'un puits inondé accidentellement, dont les chances de survie se réduisent d'heure en heure. Et cet accident intervient 5 mois après la pire catastrophe minière de l'histoire de la Turquie qui avait fait 301 morts. C'est toujours un reportage de France 24. Sauveteurs, équipe médicale. Au total, 200 personnes ont été rapidement envoyées à Ermenek, à 500 km au sud d'Ankara. Ce mardi, en début d'après-midi, les galeries d'une mine de charbon ont été inondées à 300 mètres de profondeur. Aucun responsable n'a livré de détails sur les causes de cette inondation, mais elle semble avoir été très soudaine, selon les mineurs présents sous terre à ce moment-là. On a senti comme un vent très puissant dans la galerie de la mine. Et puis, il y a eu une odeur de gaz. Nous avons pensé que l'autre galerie s'était écroulée. On a voulu aller là où nos amis se trouvaient, mais ils nous ont dit de ne pas venir. Ils nous ont conseillé de fuir. L'appareil qui indique quand un danger est imminent s'est mis en alerte. Alors, nous avons couru. La moitié des mineurs a pu rapidement remonter jusqu'à la surface, mais un responsable de la compagnie qui exploite le site s'est dit pessimiste quant au sort de ceux restés au fond du puits inondé. Dans les conduits bleus, de l'oxygène est pompé vers le fond de la mine. En parallèle, les sauveteurs tentent de désengorger le puits et essayent d'éviter à tout prix le drame de Soma. C'était en mai dernier. L'explosion puis l'effondrement d'un puits dans une mine de charbon avait provoqué la mort de 301 mineurs. Et puis nous revenons un peu à la page politique. Des rumeurs courent actuellement que la formation politique VPM Malagas Miaramienk proposera un nom pour remplacer l'ancien ministre de l'Énergie Richard Fiéné, la secrétaire générale du parti. Des membres du bureau politique démentent formellement les assertions. Le Malagas Miaramienk n'a pas proposé aucun nom. Il attend que le gouvernement prouve que l'ancien ministre a failli dans sa mission. En tout cas, le délestage continue de semer le trouble dans le quotidien de la population malgache. Et puis un rappel des grands points qui ont été développés dans ce journal. Jean-Éric Rakoutoarsou a été élu ce matin président de la HCC, ou Haute Cour constitutionnelle, par les 9 membres de cette institution. Et aussi, il y a eu les tentes de stock de bois de rose de 100 mètres carrés et d'une hauteur de 2 mètres qui sont en cours d'exportation illicite à l'heure actuelle à Fondsmar, district de Mananar. Juste après ce journal, vous suivrez Mistresses, votre série, et suivi de 2 films, Let's Be Cops, un film comédie, et un film frisson, Resident Evil. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve demain à partir de 20h45. Excellente suite de programme sur Cool TV. Au revoir.